comment est-ce que vous pourriez transmettre à ceux qui nous écoutent une part de cet espoir-là? Moi, ça a commencé avec l'histoire du Covid. Quand le Covid est arrivé, il y avait cette demi-heure de 20h à 20h30 avec cette sinistrose aiguë qui était communiquée par tous les médias. Et je ne pouvais plus supporter cela. Et donc, j'ai commencé à faire des émissions sur YouTube, mais sachant rien sur le fonctionnement de YouTube. Donc, j'avais mis une caméra, avec mon épouse, elle prenait la guitare et on chantait Dieu. Et je donnais un texte de la parole de Dieu. Ça durait une demi-heure, mais pendant une demi-heure, les gens, ils entendaient autre chose que cette sinistrose aiguë. Et donc, pour moi, c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne sur YouTube. Et à travers cette chaîne, aujourd'hui, je me rends compte que les gens viennent se nourrir régulièrement. Et je continue à travers celle-ci. Parce que je me rends compte que si avec les années 68, il y a eu il est interdit d'interdire, et ça a donné quoi? Ça a donné toute une génération qui n'a jamais eu d'éducation chrétienne. Et donc des gens qui étaient vides de sens, vides de relations, vides d'objectifs dans la vie. Et tu parlais au début de l'émission de ces baptêmes qui ont eu lieu en France, c'est 21 000 baptêmes en France, dans l'Église catholique. C'est la première fois qu'on voit autant de baptêmes pour une seule nuit, hein, la nuit de samedi saint, la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Donc c'est 21 000 baptêmes dans toute la France. Et sur le monde entier, on est à plus d'1,2 million de baptêmes, rien que dans l'Église catholique. C'est-à-dire que même l'Église catholique n'en revient pas parce qu'elle a dépassé le nombre de baptêmes que les évangéliques ont, eux, à l'année. Donc, ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Et les prêtres sont dénués de compréhension. Et il y a un texte qui me parle, moi, dans la parole de Dieu, c'est le passage où Dieu veut inviter les nobles et les personnes au festin des noces de l'agneau. Et il demande à ses serviteurs d'aller chercher les invités, et les invités refusent de venir. Et du coup, il se met en colère et il dit à ses anges d'aller chercher sur les chemins des 4 chemins tous ceux, les sans-abri, les pauvres et les démunis. Ben, c'est un peu ça. Les prêtres et les évêques, moi, j'aime mon Église, j'aime mes prêtres, je prie pour eux parce que je sais que Dieu se donne à travers eux. Mais je sais qu'ils ont capitulé pour beaucoup. Oh, mon successeur, il fera bien ce qu'il pourra. Moi, j'en peux plus. Ils sont fatigués, ils sont épuisés par toutes sortes de choses qu'ils ont vécues, par tout ce qui a été dit aussi sur l'Église, à travers les prêtres pédophiles et compagnie. Ça a fait un effet dans l'Église catholique, un énorme choc. Et pourtant, ça a permis de faire surgir des choses importantes qui étaient nécessaires et pour lesquelles l'Église est en train de remettre pas mal de choses en place à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ces prêtres sont fatigués et ils ne sont pas à l'origine de tous ces baptêmes qui ont eu lieu. Les gens viennent de partout. Moi, j'ai eu le cas d'un témoignage. J'étais dans ma cuisine, j'étais en train de faire une omelette et puis là, j'entends une voix. Mais pourquoi tu fais cette omelette? Et il se tourne, il n'y a personne dans la salle et il commence à chercher autour de lui. Il dit, mais c'est quoi? Et là, il dit, je t'ai donné la vie pour que tu l'aies en abondance. Cette omelette n'est rien. Moi, je suis plus important que cette omelette. Mets-toi à genoux. Alors, il laisse la poêle à côté du feu, il se met à genoux, et là, il est baigné de l'amour de Dieu, mais à un point qu'il n'en revient pas lui-même. J'ai eu le cas d'une personne qui conduisait dans sa voiture, et sa radio s'allume toute seule, et il y avait le chapelet à Lourdes qui a été déroulé, et puis il se convertit instantanément dans le chapelet à Lourdes. Voilà, des trucs qui ne rentrent pas dans la logique humaine. Aujourd'hui, Dieu vient chercher des hommes et des femmes partout dans le monde. Et ça va des personnes qui étaient dans le satanisme, dans les églises orientales, dans les religions orientales, mais également dans l'islam. Des musulmans qui se convertissent du jour au lendemain, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ont la révélation de Jésus dans leur cœur. Et ça, c'est, pour moi, Dieu qui vient chercher son Église. On est à l'aube de quelque chose où le Seigneur revient bientôt. Moi, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, nous devons vivre la seconde qui suit comme si c'était la dernière, mais en même temps la première d'une longue série. C'est-à-dire que notre dernière seconde, elle est aussi importante que toutes celles qu'on a vécues. C'est-à-dire qu'il faut la vivre aussi intensément. C'est-à-dire qu'elle ait un sens pour notre vie à nous, pour qu'elle ait un sens aussi auprès de Dieu. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu où Dieu dit: j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné, etc., etc.
Et les gens diront, mais quand est-ce que nous n'avons pas fait cela? Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, euh, je le fais comme Paul dit, que tout ce que vous faites, manger, boire, dormir, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Eh bien, moi, c'est ce qui me motive en permanence et c'est ce qui nous anime tous ceux qui sont dans le film, qui témoignent. C'est ça. On a dans le cœur de dire au monde qu'il n'est pas foutu. Dieu est vainqueur, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable à la croix, à l'inverse de ce que tout le monde voudrait nous faire croire. C'est ce que j'allais te dire. On est à une époque où on a l'impression que tout est foutu. Et Dieu dit non. Dieu dit non. J'ai vaincu le monde. On n'arrête pas de dire qu'on nous a fait à l'image de Dieu, pour dire ça comme ça. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est juste bobinette la façade ou il y a autre chose à l'intérieur? Quand je te vois, Nicolas, je te vois toi. Je vais pas aller me creuser, scanner pour voir tes organes, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de cette carcasse. Donc l'image de Dieu, c'est pas que la façade. Il y a autre chose. Et cette autre chose-là, il est retranscrit par des textes anciens, dont le mythe de la caverne de Platon. Et ça va même encore plus loin parce que dans l'épisode suivant, spoiler, je démontre que les 6 jours de la création du monde, c'est le cycle de l'ovogénèse. Donc les ovocytes dans l'appareil, dans les ovaires des féminines. Donc en quoi il y a de l'anatomie dans la philosophie, en quoi il y a de l'anatomie dans les textes sacrés, mais parce qu'on est à leur image. Et en quoi on est à leur image. Lutéal. Oui, d'où la musique, hein, puisqu'on a la clé de sol et avant c'était la Ça me clé fait de penser qu'il y a c'est pas un syndrome, c'est une particularité de l'être humain où les couleurs sont des chiffres. Je crois que ça s'appelle comment déjà ça? Alors ça, je ne sais pas. Attends, ça porte un nom ça. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être dans le spectre. Oui, c'est un spectre quelque chose. Ça me vient pas là, mais oui, c'est pas le daltonisme. Ça porte un nom, c'est une aptitude. C'est que les couleurs, les chiffres sont des couleurs, par exemple. Il y en a un qui va te dire le vert, c'est le chiffre 5 ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je vais regarder. Je vais regarder. J'en ai déjà entendu parler, mais je te laisse nous en parler. Donc, comme on est dans les fréquences, que ce soit la lumière, mais aussi l'audition, je suis allée voir ce que signifiait la clé de Hutt, qui était utilisée auparavant au Moyen Âge, puisqu'on est passé de la clé de Hutt à la clé de sol. Alors, je ne suis pas musicienne, là aussi, J'ai trouvé. veuillez m'en excuser. C'est la synesthésie. Merci. Percevoir Donc, ainsi les chiffres et les lettres associés à des couleurs. tu vois, merci pour ça. On en apprend tous les soirs. Et donc, puisque le mythe de Platon, je l'ai transposé d'un point de vue biologique au niveau des ovaires et de l'appareil urogénital, enfin génital féminin, je suis allée voir ce que c'était que cette clé de Hutt, puisqu'on parle d'utérus. Ah, je sais. Ah, je sais. Et donc, d'un point de vue vibratoire, Et puis effectivement. excuse-moi, mais comme tu es une femme, tu te sens d'autant plus concernée Ah, encore plus plus. maintenant. Plus maintenant. Oui, non, peut-être, non, mais je veux dire, voilà, Sur un biologiquement végétalien. parlant, quoi. Je suis trop vieille. Mais oui, et donc l'intérêt de la clé de Hutt est d'un point de vue vibratoire pour les femmes, par exemple, pour la fécondation, donc peut-être qu'il faut aller y voir sur les morceaux de musique pour les personnes qui ont des difficultés. Alors je dis ça comme ça, c'est pas scientifique, on est d'accord. Mais voir l'évolution fréquentielle, parce que sur Internet, on va avoir plein de vidéos sur YouTube, par exemple, pour pas nommer, où tu auras des fréquences vibratoires à tant de hertz, etc. Et il fallait aller y creuser pour savoir à quoi ça correspond, ces hertz, ces vibrations, et ce qui est à garder et ce qui est à exclure.
Et donc, la clé de Huth est en lien avec l'appareil reproducteur féminin. Eh oui. Et tout ça, c'est ce que nos anciens savaient et qu'on nous a volé. Oui, mais justement, on va le retrouver. On va se réapproprier ce qu'on nous a volé. Et là, ce que je vous disais, merci encore à Erwan. Gallia Atlas Major, d'accord, de Blaeu. Attention, ça c'est une sommité en cartographie. Et regardez en fait la pépite qui nous a dévoilé. Bon, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais bon, là, vous n'avez pas vu en entier en fait. Là, ici, vous avez la carte. Regardez comment elle s'appelle. Le gouvernement de l'Île-de-France. Parce que oui, il y avait un gouvernement en Île-de-France. Mais est-ce que ça s'appelait vraiment Île-de-France? Parce que ça, c'est des cartes, bref. C'est là où ils ont commencé à rajouter des mots France un peu partout. Mais regardons ensemble. Isola Galliae. C'est marqué en haut. Page 77. Vous allez voir que même sur l'autre page de l'autre carte, c'est la même chose. Isola Galliae. Isola veut dire île. Donc, c'est pas Île-de-France. C'est île de Gallia. Bah mince alors. Allez, dites-moi. Dites-moi si c'est pas une dinguerie, ça. Hein? Dites-moi. Voilà. Isola Galliae. On n'est pas en Île-de-France, on est dans l'île de Gallia. Et regardez la France, ce que c'était. Une toute petite région. Un tout petit pagus, un pays. C'est comme ça que ça s'appelle. Et vous allez voir que même jusqu'à aujourd'hui, ce nom est resté. Et vous allez comprendre même que, bah, en fait, ils utilisent ce nom-là pour, que ici déjà pour certaines villes. Et ils utilisent ce nom, en fait, France, de manière incohérente. Sauf si vous savez où est réellement la France. Bah, la France, elle est là. Et là, c'est cartographe hollandais. Hein. Même si la Hollande faisait partie de la Gallia, regardons ensemble la seconde carte. Vous voyez ici? Regardez. Ici, il y a marqué quoi? Ager Pariensis. La région s'appelait Ager Pariensis. Vulgo, coutumement appelée l'Île-de-France. Coutumement appelée, vulgairement appelée l'Île-de-France. Ager Pariensis. Mais Isola Galliae. Isola Galliae. Et où est passée la France? Eh bien, vous voyez, elle est là, la même taille que l'Aulnay. Vous voyez? Même taille que les petites régions, là, sur le côté. Voilà. La France. La France. Et maintenant, vous comprenez ceci. C'est un pagus. Un pagus veut dire pays. Pays de France. Et vous savez qui est-ce qui s'appelle pays de France? Bah, regardons ensemble. Le petit pays. C'est le petit pays Roissy, pays de France. Voilà où est la France. Jusqu'au 18e. Jusqu'au 17-18e siècle. Voilà où est la France. Sur les cartes. Roissy, pays de France. Agglomération. Regardez. Vous voyez un petit peu? Et en fait, vous avez la Carnelle de France aussi, la deuxième région. Carnelle. La Carnelia, la fête de la viande. En fait, on est dans le pays des mangeurs de viande. Voilà, Carnelle. Carnaval aussi. Enfin, vous voyez, Carne. Voilà, les mangeurs de viande, ceux qui ont mangé nos ancêtres, qui les ont mis dans les catacombes. Voilà où ils sont. Là, Carnelle. Regardez. Commune de Carnelle, pays de France. Et l'autre, c'est Roissy, pays de France, qui sont une toute petite partie du Val d'Oise. Vous commencez à comprendre que là, on est tombé dans un piège. Et c'est eux dans cette région-là, là. Avec les Bourbons, c'est pour ça que l'autre Louis XX, il veut revenir en force. C'est eux, en fait, qui ont foutu le bazar. Regardez, Roissy, en France. Et là où ça n'a pas de sens, Roissy, porte de France. Ah, c'est pas en frontière, c'est pas une frontière. On n'est pas en frontière avec la Suisse ou quoi qu'est-ce. Pour l'appeler Roissy, porte de France. Si c'est la porte de France, bah c'est la porte du petit royaume de France. La région Hauts-de-France, bah au-dessus. Au-dessus de France. C'est le Hauts-de-France. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, on appelle Hauts-de-France alors que t'es pas non plus à la frontière. Mais d'accord, ça n'a pas de sens. Voilà. Et bien maintenant, ça prend du sens. Nous devrions instituer un État qui est le seul créateur de la monnaie, qui crée la monnaie quand il dépense et qui détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt. Il le fait, on lui donne ce pouvoir, qui est une sorte de pouvoir magique, mais on lui donne sous notre contrôle avec une mission.
La mission, c'est d'être employeur en dernier ressort, c'est-à-dire de donner du boulot à ceux à qui le marché n'a pas réussi à en donner. Il y a des gens qui n'ont pas. S'il y a du chômage, surtout un chômage de masse, nous donnons la mission à l'État de donner du boulot. Alors, sur quelles tâches? Eh bien, des tâches que nous aurons délibérées. Nous aurons des délibérations politiques pour savoir de quoi avons-nous besoin. Nous avons besoin de plus de crèches, de plus de maisons de retraite, de plus d'hôpitaux, de plus, que sais-je, d'isoler des bâtiments. On fait une liste de tout ce dont on a besoin. Et tant qu'il y a des chômeurs, la monnaie, c'est les bons de travail, c'est le certificat de travail. Et nous décidons que l'autorité, notre autorité, l'État, ça devient nous. Il faut comprendre, je ne parle pas de la mafia actuelle, mais notre État, nous lui donnons le pouvoir de créer la monnaie pour qu'il n'y ait plus de chômage. L'objectif de l'État, c'est qu'il n'y ait ni chômage, c'est la prospérité, donc il n'y ait ni chômage ni inflation. S'il y a trop, donc c'est le chômage et l'inflation. Quelquefois, il y a les deux, chômage et inflation. C'est rare, ça ne dure pas longtemps. Quelquefois, il n'y en a aucun, c'est rare, ça ne dure pas longtemps. En général, tu as soit du chômage, soit de l'inflation. Il y a un choix de société à faire entre chômage et inflation. Et par la politique monétaire, mais une vraie politique monétaire, pas par les taux d'intérêt qui est une foutage de gueule, mais avec une vraie création monétaire, quand il y a besoin de monnaie, parce que nous avons du chômage, il faut que l'État ait un budget déficitaire qui crée de la monnaie pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, prospérité. Et si, au contraire, on a été trop fort et il y a de l'inflation, là, il faut pouvoir détruire la monnaie, là, on perçoit plus d'impôts. Et donc, on va avoir un budget excédentaire pour vaincre l'inflation. Si tu veux, la maîtrise publique sous contrôle citoyen de la monnaie me permet d'imaginer une puissance publique qui nous aide à atteindre la prospérité. Et donc, j'arrête là sur cette parenthèse. J'aimerais bien qu'on en parle pour que tu me dises comment tu imagines, toi, devenir. Alors parce que dans un système où il y a plein de monnaie, on observe qu'il y a du chômage. Comment on fait? Comment on fait s'il n'y a pas de puissance publique, il n'y a pas la création monétaire? Tu vois, bon, il y a une vraie discussion qui pourrait avoir lieu. D'autre part, sur la. Valérie suggère, et je suis complètement d'accord évidemment, elle dit les garde-fous constitutionnels vont être contournés, évidemment, et il faudra s'adapter. Et c'est tout l'objet de révision constitutionnelle. Et donc, là, il faut que la Constitution puisse être révisée, mais même qu'elle soit obligatoirement révisée souvent, parce que chaque année, et même chaque minute, tu as des nouveaux humains qui arrivent, qui naissent, et puis qui arrivent à maturité, et puis il n'y a aucune raison que ces gens-là soient gouvernés par les morts qui ont écrit les constitutions d'il y a, comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes gouvernés par les morts. Les morts gouvernent les vivants aujourd'hui. C'est une dinguerie. Nous devrions avoir, et donc d'où l'idée dont j'ai presque pas parlé, j'en ai parlé un petit peu, mais à peine, mais d'un processus constituant populaire permanent. Il faudrait, et à mon avis c'est le RIC, le RIC constituant, permettrait à la population, quel que soit le pays évidemment, ça ne concerne pas que la France, permettrait à un pays de décider les révisions constitutionnelles qui lui semblent nécessaires. Là, on avait décidé ça il y a quelques années, ça n'a pas bien marché, on va faire autrement. Et on change nous-mêmes la Constitution quand on veut. Donc, je voulais glisser cette idée-là. Et puis, troisième remarque, quand Valérie dit que le parlementarisme, c'est une plutocratie, je suis complètement d'accord avec ça. Je voudrais juste souligner et rappeler que pendant des millénaires, les humains, et à mon avis plus que ça encore, mais en tout cas, depuis que les marchands existent, on sait qu'il ne faut pas qu'ils aient le pouvoir. On a besoin de marchands, ça nous aide à faire circuler les marchandises, ok, admettons, mais on en a besoin, admettons, mais il ne faut pas qu'ils soient au pouvoir. Donc, quand Jésus chassait les marchands du temple, c'est une vieille affaire, et ça a eu lieu plusieurs fois. Les marchands essayent d'avoir le pouvoir, et ils ne l'ont jamais eu durablement. Il y a toujours eu un souverain au-dessus d'eux pour les empêcher de nuire, notamment d'arriver sur les marchés, de tout rafler avec la monnaie dont ils disposent, et ensuite, avec la rareté qu'ils créent, de surenchérir tous les produits et de créer une rareté dont ils se goinfrent. Donc, pour éviter ça, il y avait un souverain, qui était le roi, les empereurs, des souverains. Ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, Valérie, et ça peut faire l'objet d'une discussion, là encore, dans une prochaine émission peut-être, mais il me semble que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est que par la procédure de l'élection, les plus riches ont accédé au pouvoir, alors qu'avant, ce n'était pas possible, c'était héréditaire, il y avait d'autres moyens d'accéder au pouvoir. Là, c'est l'élection, et donc ceux qui ont de l'argent, ils peuvent gagner l'élection par les mécanismes que je décrivais tout à l'heure, et ça, les marchands sont devenus, mais c'est une catastrophe planétaire, quoi. Et c'est raccord avec ce que tu dis. Je sais pas, je te contredis pas là, mais je voudrais juste avoir ton sentiment là-dessus. Il me semble que les marchands sont devenus les grands marchands, donc les multinationales et notamment les marchands d'argent, donc les banquiers. Ils sont devenus le souverain. Purée.
les marchands, le souverain. Putain, mais ça donne le capitalisme, ça donne toute la corruption du droit que tu dénonces formidablement. Mais ça vient d'une procédure effrayante qui ouvre le pouvoir, tu vois, ce qui n'avait jamais eu lieu. Ça ouvre le pouvoir à ceux qui ont le moyen d'aider les candidats. Il me semble que cette connexion-là, ben, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien être sûr que je ne me trompe pas, tu vois, et qu'on en parle. Et sur l'ouverture, sur l'engagement, ben, j'ai juste à vous dire, allez voir. On ne s'en sortira pas sans devenir constituant. C'est à nous d'écrire les règles de notre représentation. C'est à nous d'instituer la souveraineté populaire dont on a besoin. C'est à nous de mettre en place les briques conceptuelles formidables de Valérie. C'est à nous de les instituer. C'est à nous de dire, nous, on veut un système comme ça. Et ça ne se passera pas si vous restez chez vous sans rien faire. Il faut que vous deveniez, peut-être pas militant, parce que dans militant, c'est la même racine que militaire, mais que vous deveniez activiste, que vous deveniez actif. Il faudrait que vous vous entraîniez à instituer. Et donc, il faut que vous alliez voir des sites comme le mouvement constituant populaire, mouvement-constituant-populaire.fr, pardon. Et puis sur choix.org, /agir, vous avez toutes sortes de liens vers des activistes démocrates, des associations démocrates, des militants démocrates qui vont vous accueillir pour vous exercer à écrire vous-même la souveraineté dont vous avez besoin pour vous défendre et dont vos enfants vont avoir besoin pour se défendre. Peut-être aujourd'hui, si le peuple mongol en parle de ces soucis. Mais à côté de ça, en fait, l'autre côté de la monde, c'est la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important aujourd'hui aussi sentir, aussi être gardien. Il est le responsable, c'est notre gardien responsable d'être vie ici, pour soutenir, protéger, prévenir. Si qui part quelque part cet équilibre, on devrait aussi dire, c'est pas bien de faire ça, c'est pas correct, parce que la vie, c'est la vie, l'énergie. On n'a pas que des êtres humains qui vivent ici sur la terre-mère, il y a des animaux, il y a des plantes, toutes les rapaces dans l'air, tous les animaux qui ont quatre pattes, ils vivent sur la terre-mère. Et aujourd'hui, malheureusement, que certaines personnes qui, juste en pensant de l'argent, avoir une vie confortable, pour leur confort, ils font énormément de tort, on peut dire, je suis désolée, mais c'est vraiment maintenant, il faut manifester parce que ça dure plusieurs années. Ils n'écoutent pas le peuple mongol. Malheureusement, voilà, notre dernière façon d'exprimer, c'est aussi notre mission de vie aussi, que protéger notre terre-mère, expliquer à les autres traditions. Et aussi, c'est pas que la Mongolie aujourd'hui. Il y a des autres traditions qui représentent ici. On entend aussi leurs problèmes. C'est pour ça qu'on manifeste en fait, c'est pour ça qu'on parle, on explique qu'est-ce qui se passe actuellement. Le rencontre ici, ça nous permet d'échanger. On écoute aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres traditions, de quel pays ils ont un souci, comment on peut se tenir en distance, ou comment on peut faire les rituels, collecter en distance, télépathie, ou comment on peut aider à notre façon, et aussi échanger quel est le souci entre nous, la vraie informations. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui donne des informations au peuple, c'est des informations qui sont modifiées. Mais nous, on est là pour des raisons comme il y a chaque année en France. C'est justement qu'est-ce qui se passe en Mongolie là, actuellement. Qu'est-ce qui se passe les autres mondes. Parce que la France et la Mongolie, ils sont parallèles. Parce que la terre-mère, il est rond. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, ici, il y a heureusement qu'il y a quand même des peuples français, que nos amis autour de nous qui nous soutiennent, qui disent que vous êtes à raison, on est contre l'uranium, on est contre ça. Ils avaient beaucoup de bonnes personnes qui sont très gentilles, qui comprennent la situation, qui nous soutiennent.
grâce à eux que aussi c'est ces informations qui circulent. Mais malheureusement que ça existe sur l'autre côté qui ne comprend pas le sens. Parce qu'à cause de ça, on perd la vie. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce que la vie il va continuer à exister sur la terre-mère ou pas? C'est comme l'impression que spirituellement, en fait, on est en train de fuir, ouvrir l'organe de la terre-mère. Toutes les richesses, toutes les poudres jaunes, en fait, toutes les choses, il devrait être, s'il était à l'intérieur, ce sol, il faut laisser là-bas. Pourquoi on a besoin de tout sortir? Parce que la France et la Mongolie qui sont parallèles. Aujourd'hui, peut-être on parle, ça se passe en Mongolie. Si on laisse faire comme ça, énormément de canaux de l'eau autour de la monde. Quand on a commencé à avoir des soucis avec l'uranium qui polluait de l'eau, le peuple français, en première, directement avoir un souci avec de l'eau. Parce qu'avec de l'eau qui fait circuler entre la Mongolie et la France, il y a énormément de passages de l'eau. Peut-être certaines personnes, c'est loin de nous, c'est en Mongolie. Non, au contraire, vous êtes plus près. C'est pour ça que la vie en Europe, c'est un danger aussi. C'est pas que le problème de la Mongolie, c'est le problème du monde entier, le problème de tout le monde, et surtout pour la France. Malheureusement que des gens qui ne s'en comprennent pas, c'est pour ça qu'on est là.